Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Nous allons parler naturellement ce matin de la journée nationale contre le harcèlement à l'école. Mais d'abord un mot, ça se passe en ce moment même. L'évacuation d'un camp de migrants de 1200 personnes, c'est en cours, porte de la Chapelle. C'est la mise en application de la politique décidée et annoncée hier par le gouvernement, à savoir la fermeté. Oui, c'est à la fois de la fermeté et de l'humanité, puisque ces campements sont souhaitables pour personne. D'abord pour les principaux intéressés. Donc il est tout à fait normal d'en finir avec les campements et de le faire avec humanité, mais de le faire en appliquant la loi, tout simplement. Les gens qui nous regardent ce matin se demandent peut-être ce que vont devenir ces 1200 personnes. C'est ça le volet humanité, il faut qu'ils soient relogés. Bien sûr, d'abord, il y a des capacités d'hébergement qui se sont développées ces dernières années. Chaque cas est un cas particulier. Il y a des personnes qui ont un droit à être là et qui doivent être bien hébergés, d'autres qui n'ont pas de droit à rester sur le territoire français, qui seront accompagnés, mais de manière humaine, de manière préparée. Et c'est ainsi que cette opération a été préparée par le préfet. Et donc, normal. Ces campements aux abords des grandes villes sont des anomalies. C'est très mauvais pour les principaux intéressés, sur le plan sanitaire d'abord, sur le plan de la sécurité. Il y a parfois des enfants. Enfin, tout ça est évidemment négatif. Il faut en finir. Et c'est justement ce qui se passe, mais qui se passe en bon ordre aujourd'hui. Un chiffre qui est sur votre bureau depuis hier, 58, on en a parlé dans le journal de 7h30, 58 suicides l'an dernier dans l'éducation nationale, avec il y a un peu plus d'un mois celui de Christine Renon. Elle était directrice d'une école maternelle à Pantin, elle dénonçait ses conditions de travail, elle était à 2 ans de la retraite. Juste une réaction en tant qu'homme et en tant que ministre naturellement, quand ce chiffre arrive sur votre bureau, qu'est-ce que vous vous dites ? D'abord, lorsque j'ai appris le suicide de la directrice, c'était déjà il y a plusieurs semaines. C'est évidemment une émotion très grande, puisque c'est un drame. Et en plus, comme elle a écrit, on avait un petit peu les éléments qui permettent de voir cela. Ça nous renvoyait à toute une série de sujets qui ont trait un petit peu au bien-être au quotidien dans le travail, pour les directeurs d'école qui sont dans le système scolaire, ceux qui concentrent le plus d'obligations et qui ont, on le sait depuis de nombreuses années, besoin d'être aidés. C'est d'ailleurs un sujet qui est en cours de travail, justement, et donc en ce moment même, nous y travaillons. Sur le chiffre qui a été donné hier, c'est un chiffre, chaque cas est évidemment un cas dramatique. Par définition, le suicide, c'est à chaque fois un cas particulier, un cas dramatique. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est très en dessous de la moyenne nationale, il faut quand même le rappeler. Nous avons 1 million de personnels à l'éducation nationale. Il y a malheureusement un taux de suicide beaucoup trop élevé en France. C'est toujours trop élevé, mais nous avons un taux de suicide en France qui, je crois, est de l'ordre de 16 personnes pour 100 000 chaque année. Ça veut dire que vous considérez qu'il n'y a pas de malaise particulier dans l'éducation nationale ? Non, simplement, chaque cas est particulier. Bien entendu, dans le cas de Mme Renon, on voit bien qu'il y a un sujet même lié à sa vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le cas des autres. Et puis surtout, n'extrapolons pas sur des sujets aussi durs. En revanche, non, mais ça veut dire, c'est important ce que vous dites, Jean-Michel Blanquer, ça veut dire que vous n'en tirez pas de leçons particulières sur le bien-être des enseignants. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ne faites pas dire. À l'école, il y a un sondage du SNES. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit le contraire. Je dis que quand on parle de suicide, faisons attention à ne pas c'est justement extrapoler. Pour ça que ensuite, on a fait justement hier un comité hygiène et sécurité pour traiter de ces questions-là. Et il est évident qu'on doit faire mieux, qu'on doit réussir à prévenir autant que possible. Cela va de soi. Comment ? Alors, c'est un des sujets de faiblesse qui vaut pour beaucoup d'institutions, publiques et privées, c'est que nous manquons de médecins de prévention et de médecins du travail. Et donc, on va faire particulièrement porter l'effort là-dessus, en lien avec le ministère de la Santé, pour bénéficier parfois de médecins de la médecine civile. Et dans le cadre de la stratégie générale qui existe au ministère de la Santé, qui est de lutte contre le suicide en France, en général, pas seulement pour les professeurs. Et puis, on a des enjeux de bien-être au travail. Sans même la question du suicide, on a tout simplement la question de faire en sorte que chacun aille en confiance à l'école, se sente bien. On a des et là, enjeux de qu'est-ce que vous santé. pouvez faire, par exemple ? Ce serait, par exemple, lever le pied sur les réformes, ce serait peut-être faire les réformes différemment, davantage en concertation. Vous savez, les réformes, elles ne sont pas là pour embêter qui que ce soit. Les réformes, elles sont là pour améliorer le service public. Quand on fait une réforme de diviser par 2 les classes de CP et de CE1, on fait du tort à personne. Il y a pas de... Quand on fait la réforme du baccalauréat, c'est pour que les élèves aient plus de choix. Donc il faut arrêter de mélanger des sujets qui franchement, n'ont pas de rapport. C'est ce que disent certains enseignants. Il faut qu'on ait tous de la dignité dans notre manière de commenter ces questions-là. Par contre, c'est très sérieux d'arriver à ce que le bien-être au travail et la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire notre capacité notamment à écouter. Trop souvent, les professeurs et les personnels de l'éducation nationale peuvent avoir le sentiment que l'institution est froide parce qu'elle est grande, c'est 1 million de personnes, et on manque d'interlocution, etc. C'est pourquoi en cette rentrée, on a créé ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines de proximité, ce qui fait qu'un professeur peut avoir un interlocuteur
à moins de 20 minutes de son travail. Donc ça, c'est une mesure qui touche déjà un quart de nos personnels. Et ce que je veux, c'est une institution beaucoup plus humaine vis-à-vis de ces personnels, beaucoup plus humaine. Ce sondage du SNES, 18% des enseignants interrogés sont satisfaits du travail accompli à la fin de la journée. Ça ne fait pas beaucoup, 18%. Et 94% estiment que leur charge de travail a augmenté et que leur salaire n'est pas à la hauteur de toutes leurs tâches. Bon. C'est pourquoi nous travaillons sur ces questions de salaire. Allez, on parle du harcèlement. C'est la journée nationale contre le harcèlement, avec cette année une communication plus spécifique sur la dynamique de groupe. Est-ce que vous diriez ce matin que le phénomène a tendance à s'aggraver ? La question du harcèlement, c'est une question de société, dans toutes les sociétés, d'ailleurs pas seulement la France. C'est une situation qui s'est aggravée parce que, notamment les moyens techniques, Internet, les réseaux sociaux ont d'une certaine façon décuplé le problème. On n'est plus seulement harcelé dans son établissement, mais en dehors de l'établissement. Et ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un sujet marginal. Nous savons que ça peut toucher un élève sur 10, que ça peut gâcher une vie, que ça peut mener au suicide aussi. Et donc, il y a évidemment un travail à faire en la matière, que nous avons entamé très fortement ces dernières années, qui d'ailleurs... qui porte ses fruits ou pas ? Qui porte des premiers fruits, oui, parce qu'on a des indicateurs qui nous montrent qu'il y a un petit peu moins, mais c'est évidemment... il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour porter les valeurs de la République au quotidien dans les établissements et avoir des actes concrets. Donc c'est par exemple notre plateforme 3020 qui est accessible, y compris le soir, j'en profite pour le dire, pour faire passer le message. On le mettra d'ailleurs dans les carnets de correspondance de façon à ce que toute famille sache qu'elle peut appeler ce numéro de téléphone. On a aussi de la lutte contre le cyberharcèlement. Là, il y a d'ailleurs un autre numéro qui s'appelle le 0800 200 000, qui permet aussi de signaler le cyberharcèlement parce que nous avons des accords avec les plateformes de réseaux sociaux pour mettre fin à un harcèlement quand il a lieu sur ces réseaux. C'est un travail en profondeur. Et puis, nous avons désigné des ambassadeurs contre le harcèlement, c'est-à-dire des élèves qui se responsabilisent dans les établissements pour regarder ce qui ne va pas et le signaler et aider. Et puis surtout, changer de logique. Puisque si vous voulez, ce que le harcèlement nous dit sur les mentalités, sur nos façons d'être au quotidien dans le collectif, nous oblige à être à l'offensive et pas sur la défensive sur un tel sujet. Les filles et les garçons sont exposés de la même manière au harcèlement ? Non, les filles sont plus exposées. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la précédente campagne, on avait beaucoup insisté sur le harcèlement à connotation sexiste. Et donc, cela englobe, si je puis dire, notre politique égalité garçons-filles et de respect des filles par les garçons. Ce week-end, il y aura un collectif, il y a le collectif contre l'islamophobie en France qui organise une marche en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon. Ils défileront contre l'islamophobie. Ils dénoncent notamment la polémique sur le voile. Les lois laïques en vigueur sont, disent-ils, dans une tribune publiée par Libération, liberticides. Et ils parlent d'un racisme d'État dans notre pays. Que pensez-vous de ce rassemblement ? Que c'est lamentable, tout simplement. On le voit très bien, c'est une façon de lutter contre la laïcité en utilisant des arguments qui ne valent pas. Évidemment, on essaye de faire croire qu'il y aurait ce mot d'islamophobie, d'ailleurs, qui est tout à fait... Bien sûr, il est très dérangeant parce qu'il mélange les choses. Il peut y avoir du racisme, ça existe. Mais après, la question de la relation aux religions, chacun est libre d'adhérer à une religion, de la critiquer. C'est justement ça aussi, la laïcité. C'est pas parce qu'on parle du voile qu'on est islamophobe, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr que, en effet, bien sûr, vous avez le droit de parler de ces sujets sans être immédiatement taxé de phobie, que ce soit de cette religion ou d'une autre d'ailleurs. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'islam. Donc il y a un socle extrêmement précieux de la société française, qui est la laïcité, qui est un socle de liberté, qui nous permet justement d'exercer notre liberté de conscience, de foi ou pas, mais de faire ce que l'on veut, sans pression d'autrui. C'est très précieux. Il faut que chaque citoyen français, quelle que soit sa confession, et je sais que j'ai derrière moi, quand je dis ça, la grande majorité des musulmans républicains de France. Simplement, il y a une petite minorité qui essaye de faire pression, sur des gens comme moi d'ailleurs, qui essayent de faire Encore pression. Aujourd'hui, on fait pression. Mais bien sûr, vous êtes menacés, vous êtes attaqués dès que vous défendez la laïcité aujourd'hui en France. C'est très grave. Vous êtes menacé, Jean-Michel Blanquer. Bien sûr, tous les jours sur les réseaux sociaux, en permanence, vous l'êtes. Dès que vous parlez de laïcité, c'est très grave. Il faut donc... Désormais, là aussi, la République doit être à l'offensive, c'est comme sur le sujet du harcèlement, et ne pas se laisser faire, parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'intimidation sur cette question. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Merci. Ça vaut Laurent.